Voilà, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui étudier les liens surprenants qui existent entre la Grèce antique et la Grèce médiévale, voire la Grèce de la Renaissance. Nous allons étudier deux périodes que nous allons comparer. La Grèce antique, donc l'âge d'or de la Grèce antique qui va de 700 à peu près à 200 avant Jésus-Christ, donc il y a environ 2500 ans. Et puis la Grèce médiévale, voire de la Renaissance, beaucoup plus récente, de 1100 après Jésus-Christ jusqu'à 1600 après Jésus-Christ. Deux règles, le focus se fera sur les événements et les personnages importants, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas donc de cherry picking, on essaiera, ou pas de cueillette de cerises, on essaiera vraiment de ne pas choisir les éléments qui nous arrangent, mais d'étudier tous les événements importants de ces périodes. Voilà. Donc ensuite, nous allons constater qu'il y aura un écart environ de 1800 ans entre ces deux périodes à chaque fois. Et pour expliquer ces répétitions, trois hypothèses. Alors premièrement, le simple hasard. L'histoire se répète par une série de coïncidences, hein, donc c'est juste le hasard qui tombe toujours à 1800 ans. Deuxième hypothèse, la période la plus ancienne, donc la Grèce antique, et la duplication fictive, c'est-à-dire la copie fantôme, d'une période bien réelle, mais plus récente. Autrement dit, la Grèce antique serait le reflet de la Grèce médiévale et ce serait donc une fiction en termes de chronologie. On aurait repoussé de 1800 ans plus tôt des événements qui se seraient déroulés donc il y a moins de 1000 ans. Voilà. Et puis troisième hypothèse, en admettant que ça ne soit pas un hasard et que la Grèce antique ne soit pas mal datée non plus, donc il faudrait trouver une troisième raison, une troisième hypothèse qui occasionne ces répétitions, mais qui reste à ce jour à déterminer. Voilà. Donc nous commençons avec le terme Hélène. C'est au 8e siècle avant Jésus-Christ que les livres d'histoire nous disent que le terme Hélène, donc qui signifie les Grecs, est introduit en Grèce. Voilà, 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous faisons donc un bond de 1800 ans dans le futur. Donc nous sommes dans une période beaucoup plus récente et on constate que c'est au 11e siècle après Jésus-Christ que le terme Hélène, justement, alors on nous dit qu'il est tombé pendant des siècles en désuétude, et c'est à ce moment-là qu'il retrouverait son sens antique. Autrement dit, dans un passé très lointain, nous avions le terme Hélène qui émerge, puis plus tard il tomberait en désuétude, et ce serait seulement au XIe siècle de notre ère qu'il retrouverait son sens antique. On constate donc qu'il y a un écart de 1800 ans. Nous voici donc maintenant à Athènes. C'est au 7e siècle avant Jésus-Christ que l'aréopage émerge, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existait en tout cas déjà au 7e siècle avant Jésus-Christ, nous dit Pierre Lévesque dans l'Aventure grecque. C'était quoi l'aréopage, pardon. C'était le lieu d'une cour de justice où l'on jugeait les homicides et autres affaires. Pagos signifie gros morceau de rocher. Et ce rocher est associé au début de la démocratie. C'est donc justement au 7e siècle avant Jésus-Christ que nous avons les fameuses réformes de Dracon. On met par écrit des lois à Athènes et désormais tout meurtrier a un véritable procès devant l'aréopage. Et c'est là que l'adjectif draconien est devenu synonyme d'implacable. On affirme pour la première fois l'autorité de l'État dans le domaine de la justice, on instaure un droit commun pour tous, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc maintenant, si nous faisons un bond de 1800 ans plus tard, on constate que c'est la période où les Normands, ces hommes du Nord, viennent en Grèce. Ils succèdent aux Vikings en Méditerranée, et les Normands, donc entre 1081 et 1149, ils déferlent sur l'Italie, la Sicile, mais également la Grèce. Ils détruisent partiellement Thèbes et Corinthe. Fait intéressant, en 1146, on nous dit qu'ils épargnent Athènes. Les Athéniens peut-être durent leur immunité en cette occasion à leur insignifiance, nous dit l'historien anglais William Miller. Mais existait-elle seulement? Voilà, c'est ça la question qu'on peut poser, c'est au XIIe siècle de notre ère, en fait, si Athènes a été épargnée, c'est peut-être, c'est une hypothèse, Athènes n'existait pas. Voilà.
est-ce qu'elle avait été peut-être, en tout cas, fondée récemment, donc ce qui faisait qu'elle était insignifiante à l'époque. Voilà. Question. Nous allons continuer avec ceci. Donc Athènes, le nom d'Athènes, Athénie en grec, ressemble assez curieusement à Alphini. Voilà, donc le premier nom connu d'Athènes, c'est Aphini, avec le TH, donc la langue entre les dents. Et or, les Vikings, dans le nord de l'Europe, tenaient des assemblées générales. On parle d'une protoforme de démocratie en Europe du Nord, où justement les leaders rendaient justice. Ils rendaient justice sur ce qu'on appelle les Althini. Par exemple, à l'île de Man, qui est aujourd'hui donc à côté du Royaume-Uni, un État quasi autonome, on dit que c'est le corps parlementaire le plus vieux du monde. Il est en fonction depuis 979 de notre ère. On a également celui d'Islande, qui est ici reproduit en photo, qui a existé de l'an 930 jusqu'à 1798. Le rocher de la loi, c'est ça, hein, un althini, c'est un rocher de la loi, donc dans les contrées nordiques. Il rappelle beaucoup par son aspect et sa fonction l'aréopage d'Athènes. Voilà. Mais encore une fois, tout cela arrive près de 1800 ans plus tard. Revenons dans la Grèce antique. En 594 avant Jésus-Christ, c'est le moment de la réforme de Solon. Donc ce sont des réformes constitutionnelles, nous dit-on, qui valurent à Solon la réputation d'être le père de la démocratie. Des réformes judiciaires, il a créé l'Héliée, un tribunal populaire ouvert à tous. Alors si nous faisons un bond de 1800 ans, nous arrivons à la période où en Grèce arrivent les Francs. Les Francs en Grèce, donc les Francs qui viennent du nord-ouest de l'Europe. Othon de la Roche à Athènes s'installe en 1204 sur les hauteurs d'Athènes, sur l'actuelle Acropole. En 1205, l'année suivante, Guillaume de Champlitte fonde la principauté d'Achaïe au Péloponnèse. Et en 1208, Nicolas de Saint-Omer arrive. Donc Saint-Omer étant dans le nord de la France, actuellement. 1215, c'est également en Angleterre la période de la Magna Carta, la Grande Charte, qui prône le respect de certaines règles de droit propres à la noblesse. On dit que c'est l'ancêtre de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, tout cela donc arrive 1800 ans après Solon. En 508 avant Jésus-Christ, nous avons une nouvelle réforme, celle de Clisthène. Avec Clisthène, nous avons en Grèce, à Athènes, l'égalité de tous devant la loi. C'est un pas supplémentaire dans la démocratie. Et en 451, un petit peu plus tard, environ 50 ans plus tard, c'est la réforme de Périclès qui fait participer les citoyens les plus pauvres. On dit que la démocratie athénienne est à son sommet. Alors maintenant, faisons un bond de 1805 ans, très exactement par rapport à la dernière slide, et nous arrivons en 1354 en Angleterre. En Angleterre, à partir de ce moment-là, donc au milieu du XIVe siècle de notre ère, nous avons l'égalité devant la loi qui est reconnue. La Magna Carta, donc en 1354, on introduit sans rien changer aux statuts sociaux en vigueur, la notion d'égalité devant la loi. Voilà. C'est très intéressant car nous sommes 1805 ans après la réforme de Périclès. Bien, nous allons continuer et regarder un autre aspect. Nous sommes donc en 700 avant Jésus-Christ. C'est la période où en Grèce apparaissent les premières poléis, pluriel de polis, qui veut dire la ville ou la cité-État. Donc elles apparaissent en Grèce à ce moment-là. Et c'est très intéressant car si on fait un bond de 1800 ans très exactement, c'est justement en 1100 après Jésus-Christ que, nous dit-on, après des siècles d'absence, les poléis font leur retour en Grèce. On retrouve le phénomène qu'on avait vu tout à l'heure avec le terme Hélène. Et là, donc, Nicolas Doumanis, un Américain, je crois, d'origine grecque, un historien, fait ce constat que les poléis
qui ont fait florès dans la Grèce antique disparaissent. Il y a toute une période où il n'y en a plus, ou en tout cas il n'y en aurait plus eu, et puis tout d'un coup, vers 1100 après Jésus-Christ, elles font leur retour. Et ça se passe 1800 ans après leur première apparition. Voilà, ça commence à faire beaucoup de choses qui se répètent après 1800 ans. Mais on va le voir, ce n'est pas fini. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, on nous dit également que c'est la naissance de cette grande ville de Byzance. Byzance, la future Constantinople et l'actuel Istanbul. Elle serait fondée par un roi mythologique, un demi-dieu appelé Byzas. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons faire un bond de 1800 ans. Et on constate que donc c'est au XIIe siècle après Jésus-Christ que Constantinople est prise par les croisés. Voilà, les croisés, les francs, etc. Mais on écrit souvent, bizarrement, Byzance ou Byzantion sur les cartes. Alors qu'on devrait, depuis 900 ans, appeler cette ville Constantinople, puisqu'elle a été renommée Constantinople avec Constantin au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, depuis au moins 800 ans, on devrait parler de Constantinople. Or, sur les cartes, on voit beaucoup les deux noms, notamment donc Byzance, Byzantion ou Byzance-Constantinople. Et c'est intéressant parce que certains croisés viennent justement de la ville de Besançon. Et Besançon, au Moyen-Âge, s'appelait Byzontion. Autrement dit, Byzance, Constantinople, et Besançon, à l'époque, au XIIe siècle, portait ce nom de Byzantion. Ou de Byzontion, voilà. Deux noms très très proches l'un de l'autre. On va continuer. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc juste en face de Byzance, est fondée également une autre ville de l'autre côté du Bosphore, c'est Chrysopolis, c'est-à-dire en grec la ville d'or. Chrysopolis, la ville d'or. Et maintenant, si on fait un bond donc, de 1400-1800 ans, c'est-à-dire qu'on regarde la période qui va du 9e au 12e siècle de notre ère, on constate quelque chose de très très curieux, c'est qu'à Besançon, un quartier s'appelle également Chrysopolis. En grec, le nom est grec alors que nous sommes en France, en Gaule, si vous voulez, on parle également d'une ville d'or, voilà, à Besançon, d'un quartier qui s'appelle Chrysopolis. Voilà, donc jusqu'au XIIe siècle, c'est-à-dire rigoureusement 1800 ans après ce que nous venons d'étudier pour le Proche-Orient. Voilà, on continue. Alors, toujours au 7e siècle, mais peut-être au 6e siècle, avant Jésus-Christ, c'est la période du prophète Zoroastre, ou Zarathustra, qui est le fondateur du zoroastrisme, la religion de l'Empire perse. Et 1800-1900 ans plus tard, on constate que donc au XIIe siècle, nous avons un certain Zorawardi qui, selon l'histoire conventionnelle, aurait synthétisé l'héritage zoroastrien et d'autres philosophies. C'est-à-dire que voilà, il s'est écoulé 1800 ans encore entre Zoroastre et Sohrawardi, deux noms d'ailleurs très très proches l'un de l'autre, on le constate, et on nous dit que ce philosophe resynthétise l'héritage de Zoroastre 1800 ans après. C'est extrêmement curieux, c'est comme coïncidence. On va passer maintenant à Ésope. Alors Ésope, c'est, on nous dit, le père de la fable grecque. Donc le père de la fable. C'est un grec d'origine phrygienne, c'est-à-dire qu'il serait venu donc d'Anatolie. La question, c'est le terme phrygien serait-il en rapport avec les Francs? Je pose la question parce que les Arabes appelaient les Francs, donc du Moyen-Âge, les Franges. Et là, on nous parle d'un Phrygien. En tout cas, voilà, nous sommes en pleine Grèce antique et nous allons faire un bond de 1750 ans, donc pas tout à fait 1800 ans, mais on reste donc dans une fourchette assez proche finalement. C'est intéressant parce que c'est 1750 ans après Ésope que Marie de France est la première à traduire en français les fables d'Ésope, qu'elle appelle les Isopais. Voilà, en hommage à Ésope.
Alors, les fables seraient, déclare l'auteur elle-même, une traduction de l'Isopée ou Isopée qui aurait appartenu au roi Alfred le Grand, et donc qui remonterait à la Grèce antique. Elles ont été écrites enfin en tout cas traduites, nous dit-on, entre 1167 et 1189. Elles sont donc la première version en français des fables d'Ésope. Question que je pose, Isopée, est-ce que ça vient du grec Ésope ou bien de la langue grecque, c'est-à-dire que isopodie, pied égal. Iso veut dire égal en grec, podi veut dire le pied. Or, de la poésie, c'est souvent des vers qui ont des pieds égaux. Voilà. Donc isopée, pieds égaux, ou bien y a-t-il vraiment eu un fabuliste qui aurait vécu dans la Grèce antique? Voilà. En tout cas, on a encore cet écart de 1750 ans cette fois, mais on reste proche des 1800 ans. On va maintenant passer donc en plein 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque où on nous dit que le texte d'Homère est fixé. Voilà. Donc le poète, l'Aède, on parle également du barde aveugle, Homère, qui a écrit l'Odyssée et l'Iliade, ou plutôt qui au départ a raconté cette histoire, puisqu'il s'agit d'un récit oral avant tout. On dit qu'il aurait vécu 2 siècles plus tôt, donc vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, mais on nous dit que c'est vers le 6e siècle, donc 200 ans plus tard à peu près, qu'en pleine donc, Grèce antique, on aurait fixé par écrit le texte d'Homère. Et c'est très intéressant car si on fait un bond de 1800 ans, à nouveau, on se retrouve au XIIIe siècle, et on en a parlé tout à l'heure rapidement. On a parlé des Francs qui arrivent en Grèce, et donc à cette époque, et c'est justement donc l'époque où les Saint-Homères règnent sur la Grèce. Ils vont régner donc pendant 100 ans sur la Grèce, et ils s'appellent Saint-Homère parce qu'ils viennent de Saint-Homère, originaire donc de Saint-Homère, actuellement au nord de la France. Et on nous dit que Odomar, connu plus tard sous le nom de Saint-Homère, a vécu de 600 à 670 après Jésus-Christ. On dit que c'était un évêque qui a fondé l'abbaye Saint-Bertin à Saint-Homère. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'il mourut aveugle. Donc Homère, le Homère qui a écrit ces fables, ces récits, est-il vraiment de la Grèce antique, ou bien s'agit-il d'un franc ayant vécu dans l'actuel nord de la France, dans des temps considérablement plus récents, et qui serait lui aussi mort aveugle. Et donc, ne serait-ce pas les Saint-Homère qui auraient ramené ces récits en Grèce seulement au Moyen-Âge? Voilà. L'écart est de 1800 ans entre Homère et entre la fixation par écrit des récits d'Homère et les Saint-Homère. On continue. 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est également l'époque des Achéens d'Homère. Homère ne parle pas de Grecs. Dans ses récits, il parle des Achéens. Les Achéens, donc, ce sont les Grecs. Voilà, ici avec le cheval de Troie, dans la ville de Troie. 6e siècle, donc, avant Jésus-Christ, les Achéens d'Homère. Si on fait un bond de 1800 ans, on se retrouve au 13e siècle, donc après Jésus-Christ, et c'est justement le moment où est fondée dans le Péloponnèse la principauté d'Achaïe. La baronnie d'Akova, alors on ne sait pas bien d'où vient le nom, Achaïe, donc ça viendrait de Akova, qui serait peut-être en rapport, pense-t-on, avec Aqua, donc l'eau, la mer, parce que ce sont des marins qui sont venus à cette époque-là, les Francs sont venus par voie de mer, par bateau, donc ils auraient fondé cette baronnie d'Akova, cette principauté d'Achaïe. Voilà, là c'est une carte de la Grèce en 1278, et nous sommes 1800 ans après les Achéens d'Homère. Encore une fois, 1800 ans. On va s'intéresser à la langue grecque d'Homère. Donc on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, les récits d'Homère sont fixés par écrit en grec, donc en grec ancien, et si on fait un bond de 1800 ans plus tard, on arrive au XIIIe siècle, donc la question que je pose, ne serait-ce pas la place logique du grec d'Homère? Eh bien justement,
il y a un mystère concernant la langue grecque, et c'est Margaret Alexiou, qui est professeure émérite de grec moderne à l'université de Harvard, qui nous dit: le grec homérique est probablement plus proche du démotique, c'est-à-dire du grec moderne, que le moyen anglais du XIIe siècle l'est de l'anglais parlé moderne. Autrement dit, bizarrement, en 800 ans, l'anglais a énormément évolué, alors que le grec, bizarrement, n'aurait pas beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il aurait évolué en 2800 ans, il aurait fallu 2800 ans pour évoluer de la même manière que l'anglais en seulement 800 ans. Alors, ou bien le grec évolue extrêmement doucement par rapport aux autres langues, ou bien la véritable place de la langue grecque d'Homère, c'est effectivement le XIIIe siècle de notre ère. Donc il y a seulement 700 ans. 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est la période de Pisistrate, ou Pisistratos, c'est le premier tyran d'Athènes. Voilà. Alors Pisistrate, c'est un surnom qui signifie qui convainc l'armée. Alors, bizarrement, au sujet de ce premier tyran d'Athènes, Dante, au Moyen-Âge, au tout début de la Renaissance italienne, voilà, enfin, aux prémices juste avant la Renaissance, nous dit que on nous dit que Dante, par anachronisme poétique, aurait transféré le titre de grand seigneur d'Othon à Pisistrate. Alors, évidemment, puisqu'il y a 1800 ans entre Othon, le duc d'Athènes franc, qui a régné sur la Grecque au XIIIe siècle, et le tyran d'Athènes Pisistrate, qui a vécu 1800 ans plus tôt, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est curieux que Dante ait fait cet anachronisme, dit-on, poétique. Voilà, il aurait appelé Pisistrate le grand seigneur d'Othon. Voilà, alors, c'est où il a fait une erreur, un anachronisme, ou bien ces deux personnes ne font qu'un. Et encore une fois, Pisistrate, ce n'est qu'un surnom qui convainc l'armée. Un surnom, et Othon était un tyran. Voilà, puisque voilà, nous sommes au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Othon de la Roche prend Athènes, c'est le premier duc franc d'Athènes et de Thèbes, ou sire d'Athènes. Et alors, c'est très 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 curieux parce que lui aussi, on fait une erreur. En 1707, Fanelli, on nous dit par mécompréhension, il l'aurait appelé le Magaduce Tyranno, c'est-à-dire le grand leader tyrannique. Donc là aussi, Fanelli, comme Dante, aurait fait une erreur, c'est-à-dire qu'il aurait pris Othon pour le tyran d'Athènes, donc très certainement Pisistrate. Et il aurait fait une erreur de 1775 ans. Voilà. C'est curieux. Erreur, ou bien ces deux personnes ne font-elles qu'une? Le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est également la période de Cyrus le Grand, ou Kourous en perse, qui ressemble beaucoup à Carolus. Voilà, Kourous, Carolus. On verra pourquoi dans un instant. Fondateur, on nous dit, des Achéménides, c'est-à-dire un empire gigantesque qui comprenait la Méditerranée. Et on nous dit également qu'il adorait la littérature et qu'il était proche des Juifs. Voilà, donc c'est Cyrus le Grand, vénéré par les Perses et les Iraniens aujourd'hui, qui aurait vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, Kourous en Perse. Or, au milieu du XIIIe siècle, donc 1800 ans pile après, Charles d'Anjou, donc Carolus en latin, qui veut dire, d'ailleurs c'est intéressant, le mot Carolus veut dire roi dans les langues slaves, lui devient prince d'Achaïe et il passa sa vie à créer lui aussi un empire gigantesque en Méditerranée. Et c'est super intéressant, c'est très curieux, il adorait lui aussi la littérature et lui aussi était proche des Juifs. 1800 ans après Cyrus ou Kourous. Voilà. Et lui c'est Carolus. C'est extrêmement curieux, les similitudes s'accumulent vraiment. Nous voici maintenant au 5e siècle avant Jésus-Christ avec une très célèbre bataille, la fameuse bataille de 480 avant Jésus-Christ, la bataille des Thermopyles, où le roi Léonidas, donc le grec, s'est opposé au roi Xerxès, qui était perse,
100 000 hommes, ou même peut-être, nous dit-on, 250 000 hommes. Donc les Perses étaient extrêmement nombreux. On parle de la fameuse bravoure des Spartes, hein, donc des Grecs. 300 cavaliers ont joué un rôle décisif dans la résistance grecque. Voilà. Et Hérodote écrira, 40 ans après cette bataille, très très célèbre, une des plus célèbres de la Grèce antique, sinon la plus célèbre. Donc Hérodote dira, il y avait beaucoup de gens, mais peu de vrais hommes. Voilà, bataille des Thermopyles. Et maintenant, nous faisons un bond de 1755 ans, donc encore une fois, pas tout à fait 1800 ans, mais c'est très intéressant parce que c'est la période médiévale de la bataille de Néopatras. Donc, nous sommes à 25 km seulement des Thermopyles, donc on est juste à côté. Et là, on nous parle de cette bataille médiévale qui oppose Jean I Doukas, le despote de Thessalie, qui a été aidé par Jean de la Roche, le fameux duc d'Athènes, et Jean Doukas, paléologue. Alors voilà, tous les noms se ressemblent, c'est curieux, qui était un général byzantin et 30 000 hommes. Donc pareil, le byzantin vient avec plein d'hommes, et pourtant Jean de la Roche envoie une troupe de 300 chevaliers, encore une fois, qui font gagner la bataille, et alors là, cerise sur le gâteau, il cite Hérodote. Voilà, alors là c'est incroyable, donc il va reprendre les paroles d'Hérodote 1800 ans plus tôt, ou plutôt 1755 ans plus tôt, enfin à peu près quoi, voilà, et il va citer sur le champ de bataille Hérodote, érudit qu'il est, il va se dire tiens, on est dans un lieu propice, je vais citer Hérodote, et c'est très intéressant parce qu'on est quand même avant l'invention de l'imprimerie, etc. On est sur un champ de bataille, mais voilà, on a une bataille qui ressemble énormément à la première, à celle des Thermopyles. On a ces fameux 300 chevaliers, et on a la citation d'Hérodote. C'est extraordinaire, comme l'histoire se répète. Deuxième moitié maintenant du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la fameuse période de Socrate. Alors Socrate, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un surnom, hein, puisque ça vient de sos qui veut dire complet, saint, sûr, et de kratos, puissance. Donc la toute-puissance. Donc Socrate, c'est en quelque sorte le tout-puissant, si on veut voir ce que son nom signifie en grec. C'est bien sûr un des premiers grands philosophes grecs, professeur de Platon, qui l'a influencé, et on sait qu'il a été condamné à mort à la ciguë pour impiété, athéisme et création de nouvelles divinités. Et si nous faisons un bond de 1789 ans, voilà, on regarde, alors je prends par rapport à la mort des deux personnages, c'est très intéressant, on se retrouve à la deuxième moitié du XIVe siècle de notre ère, et nous avons Élisée. Élisée était un professeur juif à Andrinople, ou Adrianopolis, qui était la capitale de l'Empire ottoman à l'époque. C'était un expert de la Kabbale et du zoroastrisme. C'est très intéressant parce que Élisée ressemble beaucoup à Socrate. Et lui était professeur non pas de Platon, mais de Pléton. On verra dans un instant qui est Pléton. Il a grandement influencé sa vie et sa philosophie. Et tout comme Socrate, il a été condamné à mort par les Turcs en raison de ses vues religieuses hétérodoxes. Autrement dit, il ressemble énormément à Socrate. Alors revenons maintenant donc en Grèce antique, avec Platon, donc on est au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, évidemment philosophe grec, élève de Socrate, sans doute le plus grand philosophe de la Grèce antique, très célèbre, pardon, et influent de son vivant. Il a créé le platonisme. Le monde matériel est une copie imparfaite du monde idéal, des formes en gros, pour simplifier sa philosophie. Il a écrit notamment La République et les lois. C'était un polythéiste. Il a fondé l'Académie à Athènes et c'était le professeur d'Aristote, qui s'est opposé à lui. Il a eu une très longue vie, on pense environ 80 ans, peut-être même plus. Et donc, si nous faisons un bond de 1800 ans, pile, mais alors pile, hein, si on prend la mort des deux personnages, eh bien, nous nous retrouvons au début du XVe siècle, et là nous avons le fameux philosophe grec Platon. Alors lui, c'est l'élève d'Élisée, on l'a vu, il a été encouragé par Élisée à étudier la philosophie grecque, c'est le promoteur justement du platonisme, ça tombe bien, il a écrit des lois, et oui, lui aussi comme Platon, inspiré, nous dit-on, des lois
et de la République de Platon. Il prône le polythéisme, il est exilé à Mystras, il traduit Platon en latin, et oui, c'est le premier à traduire Platon en latin. Et oui, il fallait attendre le début du XVe siècle, c'est Platon qui traduit Platon. C'est très rigolo. Il incite les humanistes italiens à étudier Platon, qui était alors donc quasi inconnu en Occident, et il inspire à Côme de Médicis, à Florence, l'Académie platonicienne. Et c'est le plus grand philosophe, nous dit-on, de son temps, Platon. Vraiment très curieux. Et on en vient évidemment à Aristote, qui est donc le troisième grand philosophe grec de la période, là, qui succède à Platon. Aristo, ça veut dire noble, hein. Donc, dans son nom, il y a l'idée de noblesse. Donc, dans son surnom, j'ai envie de dire. Il crée la philosophie aristotélicienne qui défend, lui, l'empirisme. Il s'oppose à Platon. Il a vécu durant le siège de Byzance, on va le garder ça en tête, et à la demande de Philippe II, qui a donc fait le siège de Byzance, il va devenir le précepteur d'Alexandre le Grand. Ça aussi, on verra que c'est très important, le fils de Philippe II, Alexandre le Grand. Donc c'est Aristote. Et si nous faisons un bond, donc cette fois de 1795 ans, vous voyez, donc on est très très proche encore une fois de 1800 ans, au milieu du XVe siècle, donc nous avons Génade, ou Gennadios Scholarios. Scholarios veut dire l'élève, puisque c'est l'élève de Platon, et Gennadios, en grec, veut dire noble. Voilà, on se rappelle que Aristo veut dire noble également. Donc est-ce que Scholarios, c'est son nom, ou juste un surnom, l'élève noble de, de Platon. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est l'élève de Platon. Voilà, donc les similitudes sont triples, là en l'occurrence. C'est un philosophe, il est également théologien, il est grec, et lui, il est nommé donc patriarche de Constantinople par Mehmet II en 1453, à la chute de Constantinople. On se rappelle que le premier, donc Aristote, lui, il est allé à Byzance pendant la chute de Byzance. Et bien là, lui, donc Scholarios, il arrive à Constantinople pour la chute de Constantinople, et il est évidemment un ardent défenseur de la philosophie d'Aristote. Et oui. Et il a condamné Platon pour ses croyances polythéistes et païennes. Il s'est opposé donc à son maître Platon, comme Aristote s'était opposé à son maître Platon. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire mieux dans l'histoire qui se répète à 1800 ans d'intervalle. Là vraiment, on voit que les cas se multiplient de façon déroutante. Voyons maintenant le Parthénon. Alors le Parthénon, icône de la Grèce, hein, bâtiment, architecture iconique de la Grèce, 432 avant Jésus-Christ, voilà, le Parthénon est terminé. Alors là, vous le voyez actuellement, donc il s'est écroulé il y a quelques siècles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si nous faisons un bond de 1825 ans, c'est la période en Grèce, donc en Grèce médiévale, de Néron, un Acciaioli, qui était duc d'Athènes. Et curieusement, ce duc d'Athènes, il va léguer Athènes à l'église de la Madone du Parthénon. Et il souhaite s'y faire enterrer. Donc nous sommes 1825 ans après la création du Parthénon. Et voilà, il veut se faire... Donc il lègue Athènes à la Madone donc, du Parthénon, puisque on nous explique que le Parthénon, maintenant, depuis à peu près 1000 ans, est devenu une église donc chrétienne. Voilà. Mais on va faire un petit bond de quelques années après, et c'est intéressant car c'est seulement en 1436 de notre ère que Cyriaque d'Ancône, qui était marchand, antiquaire et humaniste italien, et grand voyageur, et parfois appelé le père de l'archéologie, c'est lui qui fait la première représentation connue du Parthénon. On dit également que c'était le premier savant à redécouvrir donc des sites grecs antiques prestigieux, tels que Delphes ou Nicopolis d'Épire. Et c'est lui le premier qui, en tout cas, c'est le plus ancien dessin, la plus ancienne représentation que nous avons du Parthénon. Elle date de 1436. Voilà, alors est-ce qu'en 1436, le Parthénon avait véritablement déjà
donc 1800 ans, ou 1868 ans, ou bien est-ce qu'il n'avait que quelques décennies, voilà, par exemple 68 ans, voilà, si on suit la logique donc de l'hypothèse numéro 2. Voilà. Euh, alors, quelque chose qui va confirmer tout ça, c'est, on va revenir un petit peu en arrière, c'est seulement en 1380 que nous avons la première mention des beautés classiques, donc dites classiques, de l'acropole. Selon l'historien dont on a déjà parlé, l'historien William Miller, le roi d'Aragon s'est extasié vers 1380 et il a dit le joyau le plus précieux qui existe dans le monde, tel que tous les rois de la chrétienté ensemble pourraient imiter en vain, en parlant donc du Parthénon. Selon Miller, ici, je cite l'historien, nous avons la toute première allusion dans l'ensemble de la trame historique de l'Athènes sous domination franque aux beautés classiques de l'acropole. On se rappelle que les Francs sont arrivés en 1205 à Athènes. Ça veut dire que de 1205 à 1380, soit pendant pas loin de 200 ans, personne, en tout cas 180 ans, personne, bizarrement, n'a parlé du Parthénon. Alors, est-ce que le Parthénon vient d'être fait, ou bien, bah voilà, on n'en a juste pas parlé. Alors que c'est un joyau, en tout cas le roi d'Aragon s'extasie devant ce joyau. Nous sommes donc 1812 ans après après l'inauguration du Parthénon classique. 1812 ou 12? Voilà, la question est posée à nouveau. Et puis, alors, on va faire un petit bond de quelques années. Nous sommes en 1395 de notre ère, l'église Sainte-Marie. Alors, voilà, donc c'est le Parthénon à l'époque qui se serait appelé donc l'église Sainte-Marie. Le notaire italien Niccolo de Martoni parle de sa visite à l'église Sainte-Marie à Athènes. Donc, le Parthénon. Selon Miller, il s'agit du premier témoignage qu'un voyageur nous ait laissé de par son observation personnelle de son état durant la période franque. Donc encore une fois, ce premier témoignage vient 190 ans quand même après les premiers Francs à Athènes en 1205. Il a fallu quand même pas mal de temps, c'est très très curieux. Or Marie c'est la Vierge. Et le Parthénon c'est quoi? Parthénon en Grèce, ce sont les appartements de la Vierge. Eh oui, puisque Parthénos, c'est ce que cela veut dire, les appartements de la Vierge. Avant cela, curieusement, donc avant qu'on parle de l'église Sainte-Marie en 1395, on désigne en général l'acropole par le château fort d'Athènes. Deux exemples sont d'ailleurs donnés par Miller en 1320, en 1370. On ne parle pas du Parthénon, on ne parle pas de l'église Sainte-Marie, on parle juste d'un château fort. Donc on peut reposer la question. Donc nous sommes 1827 ans après la création officielle, conventionnelle du Parthénon. Ou bien sommes-nous 27 ans après? Puisque on pourrait dire que voilà, en 1205, donc les Francs arrivent, ils construisent donc un château fort, et puis c'est seulement dans la deuxième partie du XIVe siècle qu'une église, Sainte-Marie, est construite, celle qu'on appelle aujourd'hui le Parthénon. Et pour cause, puisque l'église Sainte-Marie, c'est la Vierge, et donc en Grèce, les appartements de la Vierge, Parthénon. Donc, en tout cas, ou c'est un hasard, mais voilà, ou bien il y a quelque chose de beaucoup plus récent qu'on ne le croit. Mais ça fait énormément de hasards qui se calent tous autour de cette période, donc de 1800 ans, qui semble presque intangible. C'est très curieux. Alors, on va revenir en arrière. C'est intéressant parce que un petit peu avant le Parthénon, quelques décennies avant, nous avons vers 490-480 avant Jésus-Christ ce qu'on appelle le vieux Parthénon ou le pré-Parthénon. Mais on nous dit qu'il a été détruit par les Perses en 480 alors qu'il n'était même pas encore achevé. Voilà, donc il a pas duré plus de 10 ans. Voilà, en gros. On le voit ici sur le plan, il se trouve dessous, sous le Parthénon. Et maintenant, faisons un bond de 1801 ans. Voilà, on peut presque pas faire mieux. On est vraiment toujours dans cet écart de 1800 ans. On est dans la période 1311-1385. Or, en Grèce, c'est la période dite catalane. Et pendant la période catalane, on construit une chapelle
qui s'appelle la chapelle de Saint-Bartholomé. On nous dit que les Catalans donc construisent cette chapelle. Or en catalan, Bartholomé, donc sur le Parthénon hein, bien sûr. En catalan, le Bartholomé se dit Bartomeu ou Bertomeu. Et c'est marrant parce que Bertomeu ressemble vaguement, pour pas dire fortement, avec Parthénon. Voilà. Bartomeu, Parthénon. On remarque le TH, on remarque le B et le P. Voilà, on a l'impression d'une ressemblance qui est peut-être fortuite, mais une ressemblance curieuse à nouveau. Donc la question qu'on peut poser, c'est... alors attendez, voilà, hop. Est-ce que ce pré-Parthénon, le vieux Parthénon, serait donc cette fameuse église, cette chapelle de Saint-Bartholomé voilà. Alors, donc, 13e, 14e siècle, après Jésus-Christ, nous avons la tour Franque. Alors, ça c'est intéressant, ça c'est une vraie photo qui date de 1872. On voit très nettement donc la tour Franque devant le Parthénon qui n'existe plus aujourd'hui car elle a été détruite 2 ans plus tard en 1874 par le pseudo-archéologue amateur allemand Heinrich Schliemann. Voilà, là il y a une petite erreur, donc je vais corriger avec vous, c'est voilà l'archéologue d'ailleurs, on va corriger l'archéologue, pardon, amateur. Donc, parce que selon lui, selon Schliemann, au XIXe siècle, cette tour, qu'on pensait, à juste titre d'ailleurs, datée du XIIIe ou du XIVe siècle de notre ère, elle faisait tâche pour lui, voilà, avec le reste, avec notamment le Parthénon et les autres bâtiments au sommet de l'acropole. Et pour lui, tout était antique, sauf cette tour, donc il a décidé de détruire tout simplement cette tour en 1874. Cette tour qui, nous dit-on, aurait été construite avec des pierres récupérées sur l'acropole. Voilà. Et c'est intéressant puisque donc cette tour aurait été construite donc par les Francs 1700 ou 1800 ans après le Parthénon. Maintenant, nous sommes à nouveau en Grèce antique, 431-404 avant Jésus-Christ. C'est l'époque où, en Grèce, arrivent ce qu'on appelle les Navarques. Et c'est la période de la guerre du Péloponnèse. Or, pardon, c'est durant la guerre du Péloponnèse donc, qu'apparaît le titre de Navarque. Voilà, à Sparte, Sparte en Grèce. Un Navarque en grec, ou pour les Spartes, c'était un commandant de navire. Voilà, un Navarque. Et c'est toujours aussi intéressant parce que nous faisons un bond de 1809 ans, et c'est justement donc en 1378, soit 1809 ans après, qu'arrive dans le Péloponnèse la compagnie de Navarre. La compagnie de Navarre, c'est quoi? C'est une troupe de mercenaires originaires de Navarre et de Gascogne, qui donc sont arrivés par la mer, par bateau. Et la chronique de Morée de 1393 nous dit-on, encore une fois, selon Miller, des anachronismes flagrants. Et oui, c'est pratique les anachronismes. Mais elle procure beaucoup d'informations sur cette période. Eh bien oui. Alors, est-ce qu'il y a des anachronismes? Ou bien est-ce que les Navarres, la compagnie de Navarre et les Navarques ne font qu'un? Eh oui, on est à 1800 ans d'écart, une fois de plus. Alors, voilà. À propos donc de Navarre, on va aussi aller, évidemment, on ne peut pas louper Navarin ou Navarino. Alors là, vous avez la bataille de 1827, très récente, début du 19e siècle, entre la flotte ottomane et une flotte franco-russo-britannique. C'est pendant donc la guerre d'indépendance grecque, au début du 19e. Navarin est en Grèce, et Navarin, c'est un port qu'on appelle également Pylos. Alors, c'est intéressant, très très intéressant même, parce que Navarin a été occupé par la compagnie de Navarre au XIVe siècle. Problème, Miller nous dit, bah oui, il y a un gros problème, c'est qu'elle était connue sous ce nom depuis longtemps déjà. Autrement dit, pourquoi deux noms? Alors, ressemblance avec Navarre, coïncidence, ou nom franc, comme pour Byzance, Constantinople.
ou bien donc la chronologie est-elle fausse. Donc si on en croit Miller, en fait, quand les Navars sont arrivés, la compagnie de Navarre, ça s'appelait déjà Navarino. Ouais, bon, curieux, hein. Ce serait pas plutôt la compagnie de Navarre qui a nommé ce port de leur nom, c'est-à-dire Navarino. Voilà, ça enlèverait un gros problème, encore une fois, un gros anachronisme aux historiens. Voilà. Donc ce serait plutôt la chronologie qui serait fausse. On va regarder maintenant d'autres noms de lieux très intéressants en Grèce. C'est drôle parce qu'en Grèce, les noms de lieux, ils ne s'érodent pas, mais ils s'allongent lors de la domination franque. En fait, en général, on constate un peu partout, d'ailleurs dans toute l'histoire, un peu partout dans le monde, que les noms de lieux ont tendance, avec les siècles, ils s'érodent, ils s'usent, ils diminuent, ils se réduisent. Eh ben non. En Grèce, il s'est passé un phénomène, nous dit-on, inverse. Ils se sont allongés pendant la domination franque. Tiens donc. Thèbes serait devenu Estive, ou Estives, vous voyez. Lemnos serait devenu Staliméné. Daphnie se serait rallongée en Dalphinette. Samothrakie serait devenu Saint-Madraki, on l'aurait sanctifié. Et Santorin, l'île de Santorin, qu'on voit ici sur la carte, serait devenue Saint-Irénès ou Saint-Irène. Donc là, on a une carte du XVIe où on voit marqué Saint-Érini. Aujourd'hui, on dit Santorin. Mais voilà, on nous dit qu'en fait, ce serait donc les Francs qui auraient changé un peu le nom en sanctifiant le lieu. Et alors je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas inverser les choses? En gros, Estive serait le nom donc donné par les Francs, et ce serait devenu Thèbes. Voilà, on n'aurait gardé que la fin. Estives, Thèbes. Staliméné serait devenu Lemnos. Dalphinette serait devenu Daphnie. Saint-Madraki serait devenu Samothrace. Et Saint-Irénée ou Saint-Irénès serait devenu Santorin. Et là, on serait dans la logique de l'érosion des noms de lieux classiques qu'on retrouve un peu partout sur la planète. Voilà. Donc ensuite... Alors, autre ville qui a deux noms. On a vu que Pylos et donc Navarino avaient deux noms. Alors, on a également Sparte. Sparte, nous dit-on, s'appelait également Lacédémone. Voilà. Et on nous dit que par admiration pour les Spartes, les Francs, quand ils seraient établis sur les ruines de Sparte, vers 1250 après Jésus-Christ, ils auraient renommé Lacédémone Lacrémonie. Voilà, ils auraient un peu se dit tiens voilà, on va prendre un nom plus français, plus franc. Lacédémone, on va l'appeler Lacrémonie. Et à 5 km de là, ils vont fonder une ville qu'ils vont appeler Mestresse, parce que c'est c'est sur une colline et que voilà, c'est un lieu maître, une sorte de pièce maîtresse ou une forteresse maîtresse. Et donc ils ont nommé, et ça c'est totalement officiel, ils ont nommé ce lieu Mestresse qui est devenu Mystras. Et justement, c'est là que va s'exiler Platon. Or, au XVe siècle, donc quelques siècles plus tard, le voyageur Cyriaque d'Ancône, il aurait pris, nous dit-on, par erreur, Mystras pour l'ancienne Sparte. Donc, Lacédémone. Et Platon était encore vivant, d'ailleurs, ils ont dû se rencontrer. Et cette erreur, nous dit-on, a été répétée sur les cartes jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est intéressant parce que tout cela se passe 1800 ans après donc l'âge d'or des Spartes. Voilà. Alors, plus simplement, imaginons une hypothèse beaucoup plus simple. Les Francs ont pris Sparte, qu'ils ont renommé Mestresse, voilà, avec un nom français ou un nom franc, qui est donc devenu Mystras, voilà, comme nous le disent les livres d'histoire, et comme l'a dit Cyriaque, et comme le montrent les cartes et les gravures. Et à 5 km de Sparte, ils ont tout simplement fondé Lacrémonie, en prenant un nom français, franc, latin. Et c'est ce lieu franc, Lacrémonie, qui serait devenu ensuite Lacédémone. Voilà. Donc tout cela n'aurait pas évidemment 2500 ans, mais plutôt 700 ans. Voilà, pour simplifier. Hypothèse 2.
Voilà, si on retient l'hypothèse 2. C'est peut-être l'hypothèse 1, c'est un hasard, ou bien hypothèse 3 qui reste à déterminer. Continuons avec maintenant le siège de Byzance dont on a parlé. Donc en 340 avant Jésus-Christ, c'est le fameux siège de Byzance par Philippe II. Et quelques années plus tard, la prise de Byzance par son fils Alexandre le Grand. Philippe II de Macédoine, alors que veut dire Philippe? Eh bien Philos, c'est celui qui aime, et Hippos, les chevaux. Donc c'est celui qui aime les chevaux. Donc encore une fois, Philippe, c'est peut-être un surnom, c'est celui qui aime les chevaux. Donc il fait le siège de Byzance en 340 avant Jésus-Christ et son fils Alexandre le Grand. Alors Alexandre veut dire littéralement en grec le défenseur des hommes. Donc encore une fois, ça ressemble plutôt à un surnom donné après coup. Le défenseur des hommes, le grand défenseur. Lui, il prend Byzance en 334 et en 322, quelques années après, c'est la fin de la démocratie athénienne. Et si on fait un bond maintenant de 1762 ans, voire 1787 ans pour, vous allez voir pour la deuxième ligne, donc le siège de Constantinople dont on a parlé par Mourad II cette fois. Donc c'est Mourad II qui en 1422 cette fois prend Constantinople et quelques années après son fils Mehmet II prend véritablement Constantinople. Donc il y a un siège encore une fois et une prise de la ville à 1800 ans d'écart ou pas loin par un père et puis ensuite par son fils qui concrétise les choses. Le sultan ottoman Mourad II, alors Mourad signifie le désiré, le voulu. Voilà. Il fait le siège donc de Constantinople en 1422 et son fils Mehmet II, alors Mehmet veut dire le loué, c'est à rapprocher de Mohammed. Il prend donc Constantinople en 1453, c'est la fameuse chute de Constantinople, et il met fin à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire byzantin. Voilà, Empire byzantin étant une appellation très récente du 19e. Il arrive avec son cheval blanc, ça c'est intéressant. Devant, parfois on nous dit à l'intérieur de Sainte-Sophie. Voilà. Et rappelons-nous que Philippe II veut dire celui qui aime les chevaux. Voilà, donc y a-t-il eu vraiment un Philippe II et un Alexandre pendant cette Grèce antique où tout cela s'est-il déroulé au XVe siècle? Voilà, on peut poser la question. En tout cas, ces séries d'événements se situent à 1760, 1780, presque 1800 ans d'écart, une fois de plus. On va continuer. On va s'intéresser donc un petit peu plus à Alexandre le Grand. Donc on est au milieu du IVe siècle, avant Jésus-Christ bien sûr. Alexandre de Macédoine, donc il vient, on l'appelle de Macédoine, voilà, il vient du nord de la Grèce. La Macédoine est au nord de la Grèce. Alexandre, on l'a dit, c'est le défenseur des hommes, donc ça ressemble à un surnom. Et on sait que Alexandre a bien entendu conquis une grande partie de l'Asie. Et si on fait un bond de 1791 ans, on constate qu'un autre homme s'appelle Alexandre, ou presque, c'est Georges Castriote, dit Skanderbeg. C'est un seigneur albanais, donc il vient également du nord de la Grèce. Il est considéré comme le héros national aujourd'hui en Albanie pour sa résistance, voilà, un homme qui résiste aussi, à l'Empire ottoman. Il a suivi l'école militaire de l'Empire ottoman avec le futur sultan Mourad II, dont on parlait, qui lui confie plus tard de hautes charges militaires. Et Skanderbeg a remporté plusieurs victoires militaires en Asie, lui aussi, comme Alexandre. Il a agrandi l'Empire pour le compte des Turcs. Il déclare l'indépendance de l'Albanie en 1443. Voilà pourquoi il est devenu un héros. Et Skanderbeg, il a rejeté l'islam et l'Empire ottoman, donc il est devenu un défenseur de son pays et de la chrétienté dans les Balkans et de l'Europe. Voilà, il est donc devenu un héros en Albanie. Le surnom de Skanderbeg, lui, il est d'origine turque. Les Ottomans l'appellent Iskander Bey, c'est-à-dire le prince Alexandre. Bey veut dire le prince. Donc le prince Alexandre. Et alors on nous dit évidemment que c'est en référence à ses talents de chef militaire qui évoquent immanquablement Alexandre le Grand. Eh bien oui, puisque les similitudes sont flagrantes. Et c'est curieux parce que ça se passe 1791 ans après, soit 1800 ans après Alexandre le Grand. Alors, il s'appelle Alexandre lui aussi. Est-ce que c'est juste un hasard ou bien est-ce que Alexandre le Grand est un reflet, une copie fantôme de Skanderbeg? 322 avant Jésus-Christ.
Donc, Grèce antique, Antipater, nous dit-on, a pris Athènes. Voilà, on a pris donc Byzance, maintenant c'est Antipater qui est, c'est Athènes qui est prise par Antipater, un général macédonien. Antipater, c'est l'un des plus grands généraux de Philippe II et puis d'Alexandre le Grand. Il prend Athènes donc en 322 et Antipater, en grec, littéralement veut dire comme le père. Alors, faisons un bond de 1778 voire 1780 ans. Voilà. Et alors là, on se rend compte d'un nouveau parallélisme. En fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la Grèce antique, 1800 ans plus tard ou presque, on trouve un parallèle. Et là, cette fois, c'est Tourahanoglu Ömer Bey qui va prendre Athènes. Et donc, c'est un général ottoman, et c'est en 1456 qu'il va prendre Athènes, qui va finir par tomber 2 ans plus tard, en 1458. Et alors Mehmed II lui-même arrive et visite Athènes à cette époque. Voilà, Athènes tombe sous le joug des Ottomans. C'est le fils du célèbre Tourahan Bey. Et d'ailleurs son nom ressemble beaucoup. Comme son père, il fut commandant militaire, gouverneur de Thessalie, et il portait quasiment le même nom, Tourahan. Il est donc comme son père. Voilà. Et Antipater, c'est comme le père. Et le Panthéon va devenir ensuite une mosquée. Voilà. Alors tout cela s'est passé 1800 ans ou presque après les événements de la Grèce antique. Voilà, c'est presque une copie conforme, on peut dire. Donc si c'est l'hypothèse 1, on a une série de coïncidences de hasard absolument époustouflantes, mais totalement déroutantes, qui d'ailleurs n'est pas finie. Voyons cela, puisque donc nous sommes maintenant, on revient donc dans la Grèce antique. 323 avant Jésus-Christ, c'est le début de l'époque hellénistique. Alors, encore une fois, ça c'est un terme créé au 19e, c'est quelque chose de très récent en termes de terminologie, mais la période hellénistique, c'est quoi? C'est une période durant laquelle la culture grecque fut dominante d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Donc c'est un âge qui est caractérisé par de nombreuses avancées en philosophie, en sciences, en littérature et en art. Voilà, c'est ce que nous dit l'université de Syracuse à New York. L'Encyclopædia Britannica parle, en parlant de l'époque hellénistique, donc de la diffusion de la culture grecque et le mélange des Grecs avec d'autres populations. Si on fait un bond de environ 1800 ans, voilà, suivant les définitions, on va arriver à 1776 ou 1815, parce que la Renaissance, voilà, c'est pas une époque fixe, mais en 1453, à la chute donc de Constantinople, on parle donc de la Renaissance. Pareil, la Renaissance c'est un terme du 19e siècle, mais en fait peu importe, ce qui est intéressant c'est ce qui s'est passé à cette époque. Donc la Renaissance c'est une période de l'époque moderne, associée, nous disent les livres d'histoire, à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité gréco-romaine. La redécouverte. 1800 ans après. Ou bien, s'agit-il juste simplement de la même chose que ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que cette période dite hellénistique n'est-elle pas en fait la Renaissance, et inversement? Tout cela n'a-t-il pas eu lieu à partir aux alentours du XVe siècle de notre ère? Ça éviterait donc de passer par l'hypothèse 1, c'est-à-dire une répétition par le pur hasard de ce qui s'est passé 1800 ans après, et qui se cale à chaque fois, vous voyez, au fil des siècles, on a toujours cette répétition de l'histoire systématique. Voilà, on continue, on progresse, on arrive bientôt au bout de notre histoire. Nous sommes maintenant donc en 270 avant Jésus-Christ. C'est la période où Aristarque de Samos, un grec, découvre l'héliocentrisme. Donc en gros, il découvre, ce grec, ce scientifique grec, ce savant grec, que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et non pas la Terre. Et c'est pas le premier à découvrir ça. Dans les 200 ans qui ont précédé, il y a d'autres Grecs qui ont
poursuivi ce chemin. Il y a Philolaos, Ekphantos, Icétas et Héraclide. Mais c'est vraiment Aristarque de Samos qui produit, après 200 ans donc, de théories qui s'affinent, qui vraiment est le promoteur de l'héliocentrisme. Et maintenant, si nous faisions un bond de 1784 ans, nous sommes en 1514. Et que nous dit-on? Que Copernic redécouvre l'héliocentrisme. Donc Copernic, qui est polonais, redécouvre quelque chose qui, selon les livres d'histoire, a été oublié, une fois de plus, pendant 1800 ans. Dans son manuscrit, il va citer, et c'est très intéressant, notez qu'il va citer Philolaos, Ekphantos, Icétas et Héraclide, mais, bizarrement, il ne va pas citer en 1514 à Aristarque. Alors qu'on a vu que c'était Aristarque qui avait vraiment qui a été le bout du cheminement, qui avait la théorie sur l'héliocentrisme la plus développée. Mais non. Alors, question que je pose, est-ce que, en fait, ces Grecs et ce Polonais n'ont-ils pas vécu plus ou moins à la même période? C'est-à-dire que Aristarque, notamment, n'a-t-il peut-être qu'il n'avait pas encore écrit sa théorie. Et donc Copernic n'a pas pu en entendre parler. Il a entendu parler des 4 autres, qui ont vécu 50, 100, 200 ans avant, mais pas d'Aristarque. Alors, laissons passer quelques années, et maintenant nous sommes en 1532, et Copernic finit son manuscrit. Et cette fois, eh bien je vous le donne en mille, il va citer brièvement, en note de bas de page, contrairement à 1514, il va citer Aristarque. Mais il décide au dernier moment d'effacer cette note, qui donc n'apparaît pas dans la version publiée en 1543, après sa mort la même année. Alors on sait qu'il l'a effacée parce qu'on voit les ratures, etc. Donc on sait qu'il a quand même fini par citer Aristarque. Mais ça s'est passé seulement en 1532. Alors est-ce que cette fois, il avait entendu parler d'Aristarque? Donc est-ce à dire que Aristarque a vécu juste au même moment ou un tout petit peu avant Copernic? Tout semble indiquer. Ou bien c'est un hasard qui s'est produit 1802 ans, voilà, après Aristarque. C'est-à-dire que Copernic finit son manuscrit et le livre sort, l'héliocentrisme est redécouvert après 1802 ans d'oubli. Voilà, en gros. C'est très 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 curieux. On va maintenant parler, pour finir, de la fameuse machine, ou plutôt le mécanisme d'Anticythère, qui a été découvert sous l'eau au début du XXe siècle. Un mécanisme absolument fabuleux, complètement anachronique pour le coup, et qui daterait donc, on pense, de 200 ou 100 avant Jésus-Christ, parfois attribué à... je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, j'ai perdu son nom. Mais peu importe, donc on pense que donc ce mécanisme plein d'engrenages qui servait à modéliser les astres, qui est voilà, très très minutieux, plein de petits engrenages. On se demande d'ailleurs comment il a pu être créé en pleine Grèce antique, puisque c'est un exemple unique. Il est isolé, une sorte de miracle, on parle du miracle grec, voilà, ce mécanisme d'Anticythère, depuis donc plus de 100 ans, a fait naître les théories les plus folles, parce qu'on se demande comment un mécanisme aussi précis, daté donc de la fin de la Grèce antique, a pu voir le jour et puis ensuite être complètement oublié. Or, si on fait un bond de 1700 ou de 1800 ans, on arrive aux alentours de l'an 1600, après Jésus-Christ. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que selon donc, le docteur en physique Frédéric Lequèvre, qui, alors lui ne prône absolument pas d'erreur de chronologie dans le calendrier, mais simplement il a analysé le mécanisme, et pour lui, le mécanisme d'Anticythère date environ de 1600. Donc la fin du XVIe, voire le tout début du XVIIe siècle. Pourquoi il dit ça? Parce que le mécanisme est isolé dans le monde gréco-romain, on l'a dit, et puis surtout, il possède toutes les caractéristiques d'une horloge européenne qu'il a pu dater précisément. En regardant l'histoire de l'horlogerie, on voit qu'au XIVe, XVe, on a des horloges de plus en plus perfectionnées, et que c'est vers 1600 qu'on arrive
au même degré de sophistication. On a des horloges tout à fait similaires vers l'an 1600. Et donc pour lui, il n'y a aucun doute. C'est pas possible qu'un mécanisme aussi précis en métal ait pu être fait de façon isolée en Grèce antique. Pour lui, pour une raison X, voilà, il ne donne pas forcément de solution, mais ce mécanisme denticitaire date de 1600. Or, si effectivement, et tout porte à le croire, ce mécanisme date de 1600 après Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes 1800 ans donc après la date conventionnelle du mécanisme denticitaire. Nouvelle coïncidence extraordinaire. On en arrive donc à la conclusion et on va donc conclure et redire ce qu'on a dit au début. Ou bien l'intervalle de 1800 ans revient constamment, par pur hasard, au fil des siècles, voilà, comme un leitmotiv, une série de coïncidences absolument déroutantes, ou bien la chronologie de la Grèce antique est antidatée de 1800 ans. C'est-à-dire que tous ces événements que nous datons aujourd'hui de 700 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 avant Jésus-Christ, toute cette série d'événements sont en fait des événements qui ont eu lieu sur une période allant de 1100 à 1600 après Jésus-Christ. Ou bien, hypothèse 3, qui là n'apparaît pas, puisque pour l'instant je n'en ai pas, mais hypothèse 3, alors il y a autre chose. Si ce n'est ni une coïncidence, ni une erreur de datation, eh bien alors il doit y avoir une autre hypothèse, et on va laisser au spectateur le soin de trancher entre... Alors j'ai mis les deux hypothèses, mais je rajoute donc cette troisième hypothèse, qu'on va appeler l'hypothèse 3, l'hypothèse X, qui est une hypothèse qui est laissée à l'appréciation du spectateur. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce visionnage.